Strati. On va se concentrer en fait sur les rapports entre Strati et l'URSS. Parce que donc, comme ça a été dit brièvement, abordé, il y a donc Vers l'autre flamme, qui est un ouvrage extrêmement important d'Istrati, qui est un ouvrage de 29, qui décrit les 16 mois de voyage en URSS de Panetti Strati, qui vont constituer une sorte de borne miliaire un peu dans l'œuvre d'Istrati, à mon avis, et aussi dans sa vie politique, dans la mesure où il y aura vraiment un avant et un après. C'est-à-dire qu'il va revenir, donc il était parti très très fervent, admirateur de l'Union soviétique. Il voulait quand même s'installer même au début en URSS. Il partait en disant à Souvarine qu'il allait aller vivre au paradis des travailleurs, en quelque sorte. Et bien évidemment, son espoir ne sera que symétrique à ses désillusions quand il reviendra. Et le livre lui apportera des ennuis absolument terribles provoqués par les staliniens. On va donc faire ça en deux temps. D'abord, on va avoir Anselm Japp, qui est philosophe, qui est un grand connaisseur d'Istrati, de bord aussi, mais on va plutôt parler d'Istrati. Il a notamment édité en 2013 un ouvrage très intéressant qui s'appelle La véritable tragédie d'Istrati, qui a été en fait un des voyages de Denis Samuel Kazantzakis, l'épouse donc Nikos Kazantzakis, qui est l'écrivain grec. On va avoir Anselm Japp, qui est philosophe, qui est un grand connaisseur d'Istrati, de bord aussi, plutôt parler d'Istrati. Il a notamment édité en 2013 un ouvrage très intéressant qui s'appelle La véritable tragédie de Panetti Strati, qui sont en fait les carnets de voyage d'Eleni Samios Kazantzakis, qui était l'épouse de Nikos Kazantzakis, qui est l'écrivain grec qui a fait, que l'Istrati a rencontré en URSS. Donc ça c'est un regard très, très intéressant. Et qui ouvre qui donne un angle un peu complémentaire. Et donc, Anselm Japp va plutôt nous parler de la genèse de Vers l'autre flamme, de son déroulement, et va nous présenter un peu les tenants et aboutissants de cet ouvrage. Et dans un second temps, c'est Charles Jacquier, qui est spécialiste donc, du mouvement révolutionnaire de l'entre-deux-guerres, et notamment de l'opposition à l'URSS, en particulier de Victor Serge à Souvarine. Il vient d'éditer justement il a fait la préface de Feu le Comintern, juste il n'y avait pas trop de temps, qui est un ouvrage de Souvarine. Souvarine qui était un des opposants avec Serge à l'URSS, et tous les deux étaient aussi des amis, très clairement d'Istrati. Donc on a un peu ces deux regards-là, qui vont permettre de comprendre en fait quel est le rapport d'Istrati à l'URSS et qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque de faire publier Vers l'autre flamme dans le contexte de 29, où très clairement ça a été vécu comme ça a été présenté comme une trahison d'Istrati à la cause révolutionnaire. Donc en ce sens-là, c'est vraiment un ouvrage, à mon avis, décisif. Donc on va laisser d'abord Anselm Japp un peu nous montrer donc quelles sont un peu les attaches politiques d'Istrati à la base, et pourquoi ce voyage, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'est-ce qui est décrit dans Vers l'autre flamme. Merci. Mais en vérité, je suis loin d'être un expert d'Istrati, donc c'est plutôt peu dû à hasard et peut-être à mes passions. Que je suis ici parce qu'en vérité, donc j'ai depuis longtemps, j'avais un gros intérêt depuis l'adolescence pour l'œuvre de Nikos Kazantzakis. Et ensuite, donc, à travers Kazantzakis, j'ai connu un peu l'œuvre d'Istrati. D'ailleurs, je connaissais longtemps le nom sans l'avoir lu. Et par d'autres, bien plus politiques, je suis aussi arrivé à l'œuvre de Victor Serge. Et donc, à un certain moment, j'ai réalisé que tous ces trois personnages se sont connus, donc malgré leur approche très différente, ils ont rencontré en URSS. Et donc, et après, donc, j'avais lu quelque part, j'avais plus de précision dans le livre Le Dissident, la biographie de Kazantzakis écrite par sa femme. J'avais appris qu'elle-même, Eleni Samios Kazantzakis, avait publié un récit sur ses voyages. Et j'ai voulu lire ce récit, mais donc finalement le résultat, que c'est pour lire ce récit, j'ai dû le publier. C'est-à-dire que j'ai dû d'abord chercher les manuscrits, ensuite chercher un éditeur et écrire un commentaire et tout, c'est donc le livre. D'ailleurs, je ne sais pas si on a le temps après, donc la genèse de ce livre d'ailleurs mériterait également une petite explication.
Et donc, pour dire en vérité, je ne suis pas. Il y a des gens qui savent plus que moi sur les séjours d'Elie Istrati en Union soviétique, notamment Serge Féodosiev, donc peut-être on aurait dû l'inviter même. Alors, je vais tenter de faire de mon mieux et raconter des choses qui d'ailleurs, je pense, sont assez connues d'ailleurs. Alors, comme vous savez, donc Istrati est né donc, dans un milieu populaire, donc il gagne sa vie entre l'ouvrier irrégulier et les vagabonds lorsqu'il est jeune à Braila. Il s'engage quand même dans le mouvement ouvrier roumain de l'époque, donc c'est surtout dans son œuvre tardive, La Maison Thuringer, qu'il raconte cette expérience de syndicaliste, avec son alter ego Zographie. Et d'ailleurs, il revient parfois sur le mouvement ouvrier roumain de l'époque, avec comme une espèce de, je crois d'avoir compris, un mélange d'un côté, d'un certain sentimentalisme de l'autre côté, un certain dogmatisme, surtout de la part des dirigeants, donc la très grande majorité, c'est très vite vendu au système et donc a démontré un grand opportunisme. Donc il s'engage pendant quelques années, il va en manifestation, il s'est fait arrêter et torturer par la police et il rencontre notamment Christian Rakovski, donc qui l'accompagne ou qui Istrati accompagne 20 ans plus tard en Union soviétique. Je ne sais pas si vous connaissez cette figure haute en couleur, donc de Rakovski, donc roumain, médecin d'origine bulgare, un des chefs du mouvement ouvrier roumain. Bulgare. Oui, roumain d'origine bulgare, ou bulgare d'origine roumaine, donc c'était quelque chose. D'une manière, il a été expulsé de Roumanie, je pense, justement parce qu'il n'avait pas la nationalité roumaine à l'époque. Donc bulgare d'origine bulgare. Oui, c'est ce que j'avais dit, oui. Donc, qui avait assez impressionné Istrati, donc il a écrit un petit, donc Istrati avait aussi écrit un petit texte reproduit dans ses volumes sur ses premières rencontres avec Rakovski. Et sa visite, lorsqu'il doit amener même des dépêches secrètes à Rakovski, qui se réfugie chez ses parents, qui vit dans une étable au milieu d'une ferme. Donc Istrati trouve cela évidemment génial. Mais après, donc, Istrati, il s'est donc beaucoup éloigné du mouvement ouvrier, donc il a fait pratiquement sa révolte à lui seul, donc d'une certaine manière on pourrait presque dire Istrati était plutôt une anarchiste stirnérienne à certains égards, non? Et donc, alors il se retrouve alors presque d'un jour à l'autre écrivain riche et fameux en France au début des années 20, mais au-delà de tout engagement politique, donc il n'a pas vraiment, au moins à cette époque-là, il se sent comme toujours du côté du peuple, de lutte du peuple. Et c'est alors que le parti communiste français s'intéresse beaucoup évidemment à Istrati, donc qui a effectivement été un écrivain très populaire, donc qui vend, je vois, des centaines de milliers d'exemplaires de livres. Et donc pouvoir mettre donc quelqu'un comme Istrati dans leur propre écurie, ça attire quand même beaucoup les staliniens qui commencent aussi à mettre un peu en place leur stratégie de propagande. Et donc, évidemment, Istrati ne rentre jamais dans le parti, n'est jamais dans une ligne, mais comme il appuie publiquement le parti communiste en France, il donne des déclarations de sympathie, et cela est déjà suffisant, donc, parce que l'Union soviétique, dans cette phase, donc, il suffit d'avoir quelques mots à moitié positifs sur l'Union soviétique pour être invité dans des pays gâtés, fêtés partout avec l'espoir, donc après évidemment de chanter les louanges de la patrie des travailleurs à l'Occident. Et donc Istrati, il est donc invité pour la célébration du 10e anniversaire de l'Union soviétique en novembre 27. Il est très excité par cette idée, donc d'ailleurs il pense d'abord de faire des voyages avec Romain Rolland, qui est finalement peut-être en ces moments plus sage de ce qu'il a été par la suite, donc renonce au voyage, Rolland. Et Istrati est donc content parce qu'il va faire ses voyages en compagnie de Rakovski. Rakovski était devenu ambassadeur des soviétiques en France
après, donc, après un passage comme président du Conseil de commissaire du peuple en Ukraine au début des années 20, c'est vraiment un vieux bolchevique, Rakhovsky, qui est bien intégré à la politique russe, tout en n'étant pas russe. En plus, c'est vraiment aussi le modèle, donc c'est vraiment du bolchevique discipliné. Et en effet, donc en vérité, il sait très bien qu'il n'a pas été rappelé en patrie à cause d'un désagrément du gouvernement français, comme c'est la version officielle, mais en vérité parce qu'il est jugé trop proche de l'opposition trotskiste. Donc en vérité, il est révoqué comme punition, mais il ne dit pas un mot, à Istrati de ça. Et donc, Souvarine, il évoque donc une dernier dîner de Souvarine, Istrati et Rakhovsky à Paris, je crois, dans un restaurant syrien. Et donc, c'est parfois drôle, comme les événements quotidiens peuvent quand même être évoqués encore un siècle plus tard, encore presque, à travers la littérature et l'histoire. Et donc, les deux hommes partent donc, d'abord, je pense, en voiture, ensuite par train, par là, jusqu'à Leningrad. Et Istrati, je crois, elle parle tout le temps, elle était très enthousiaste. Rakhovsky ne pipe presque pas mot, parce qu'en vérité, il n'a pas beaucoup de raisons d'être content, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi. En effet, lorsqu'il arrive à Leningrad, Istrati est assez surpris de voir qu'il n'y a personne à attendre Rakhovsky sur le quai, donc il n'y a pas de voiture, donc il n'y a rien. Rakhovsky prend un taxi et disparaît. Tandis Istrati, au contraire, c'est lui donc le star du moment, donc évidemment il est bien logé. Et donc c'est donc le fait pour le 10e anniversaire, il a des centaines d'invités, et donc la Russie, il y a encore une misère épouvantable dans les campagnes, mais la Russie évidemment n'évite aucun frais donc, pour les invités de marque, et donc pour le laisser un bon souvenir pour faire qu'il garde un bon souvenir. Et justement, en effet, dans la presque totalité des invités, après quelques jours, après quelques semaines, donc il retourne en Europe, et normalement, donc il se décharge de l'hospitalité reçue en faisant quelques rapports positifs. L'histoire d'Istrati est toute différente, comme vous savez peut-être. Donc d'abord, il arrive déjà avec l'idée de rester en Union soviétique. Donc d'abord, son enthousiasme dépasse celui des autres. Donc il déclare que finalement il a trouvé sa patrie. Il était quand même très mécontent de la vie qu'il menait en France. D'ailleurs, il commence aussi vers l'autre flamme avec un récit des absurdités de la France, par exemple de ce que des mœurs dégénérées de la France, de la pauvreté qui règne d'un côté et des luxes absurdes des autres. Il évoque, je pense, le scène on les fait même visiter une bordel où on peut aussi se mettre dans un cercueil, donc il cite cela comme un exemple particulier de la perversité des mœurs des bourgeois en France. Et donc avec son enthousiasme caractéristique, donc il embrasse toute l'Union soviétique avant même d'y avoir mis les pieds, il faut le dire. Et quand même, il faut dire qu'il depuis le début, certaines choses, quand même le frappent. Par exemple, les gros banquets qu'on fait, qui lui sont déjà depuis le début faux, et donc il commence en effet presque depuis le premier jour aussi à en voir des correspondances critiques, qui d'ailleurs souvent ne sont finalement pas imprimées sur la presse communiste en France. Son terme de référence en France, c'est Audrey Barbus, donc évidemment qui plus tard, comme vous savez, devant son accusateur le plus implacable, donc Barbus qui était, selon tous les témoignages, un opportuniste absolu, donc qui avait bien su se vendre. Et donc Istrati, donc donc de toute manière, il veut donc tout trouver positif. De l'autre côté, depuis le début, certaines choses, il les note et il insiste toujours sur le fait que ce n'est pas un raisonnement politique le sien. D'ailleurs, je pense qu'Istrati n'a jamais lu une ligne de Marx dans sa vie, je pense, ni d'autres livres de théorie, donc il le dit avec fierté. Donc son approche est vraiment une approche de sensibilité. Donc c'est vraiment, il est sûr que lui, il comprend le peuple russe. Il faut aussi dire une chose, en dépit de 2 ans de séjour ou presque un an et demi en Russe, Istrati n'a jamais appris le russe, pas plus que Kazantzakis d'ailleurs. Et il peut parler donc ou avec des gens qui parlent français, ou il peut parler pendant un voyage en Bessarabie et Moldavie, donc il peut parler donc avec ceux qui parlent roumain, et à travers Kazantzakis, ils peuvent parler avec les Grecs. Il rencontre notamment dans le Caucase. Donc tous les autres
Tous les autres rapports d'Istrati donc passent ou à travers des interprètes, ou ils passent justement probablement à travers la gesticulation, à travers un mélange de quelques mots. Mais Istrati, il est quand même sûr qu'il comprend justement les gens simples du peuple en Union soviétique, avec qui normalement les invités ne parlent pas parce qu'ils n'arrivent jamais. Justement, en général, l'invité en Union soviétique, c'était quelqu'un d'hyper contrôlé. Comme on sait, normalement, on lui plaque un interprète guide qui était un espion, donc qui doit guider tous ses pas. Donc, ce qui est si particulier du voyage d'Istrati et de Kazantzakis, c'est qu'ils sont restés donc très longtemps, 1 an et demi, même s'ils ne sont pas les seuls qui restent si longtemps, et que surtout ils ont voyagé dans tous les pays, et ils ont pu quand même effectivement se libérer de leur corps, de leur cornac. Donc ils ont pu vraiment donc visiter le pays profond, comme on dirait aujourd'hui. Et malgré la barrière du langue, ils ont eu évidemment une idée du pays réel, comme peu d'autres visitateurs l'ont eu. Et alors, parmi tous les invités qu'ils rencontrent là aux célébrations de l'anniversaire, et donc il y a une partie qui font un voyage pour le Caucase, quand même encore toujours assez touristique, mais donc là il se noue l'amitié entre Istrati et Kazantzakis. Évidemment, Istrati et Kazantzakis, à part le fait de vivre dans les Balkans, donc qui était d'ailleurs considéré l'Orient en France, c'est cru à l'époque, on entendait pour Orient pratiquement tout ce qui était à l'est de l'Italie. Mais à part ça, donc pratiquement tout les sépare, leur histoire, leur origine sociale, et aussi jusqu'à un certain moment leurs idées. Donc comme je dis, Istrati a toujours été plus ou moins vaguement socialiste, tandis que Kazantzakis était plutôt passé, donc d'abord par le nationalisme grec, par une version personnelle de la religion orthodoxe, à travers les philosophies de Bergson, de Nietzsche, et donc c'est plutôt tardivement, donc vers 25, que Kazantzakis commençait à s'intéresser au communisme. Et il lit toujours le communisme comme une espèce, je dirais presque une espèce de ruse de la raison. Donc pour lui, donc une société juste ou égalitaire n'est jamais pour Kazantzakis un but en soi. Mais c'est une espèce d'étape dans le cheminement spirituel de l'être humain pour lui. Donc une espèce, donc Lénine et reste pour lui qu'une espèce de guide de l'humanité, donc un peu dans la même genre que Bouddha ou le Christ. Donc la perception qu'a Kazantzakis de l'ours reste quand même très liée à une vision de l'histoire, donc il étrange mélange dirigé entre esprit chrétien et un esprit nietzschéen. Donc il y a une espèce de lutte perpétuelle entre des forces qui tentent de pousser donc l'être humain vers l'avant. Et donc en vérité, le matérialisme et l'athéisme des bolcheviks est en vérité totalement éloigné de l'esprit de Kazantzakis. Peut-être avec une espèce de... En renversant un fameux terme de Lénine, je dirais presque que Kazantzakis voit peut-être dans les bolcheviks des espèces d'idiots utiles qui doivent servir à une espèce de réalisation plutôt d'un plan, d'une espèce de l'homme qui doit devenir, qui doit sauver Dieu. Donc c'était maintenant... C'était un peu en vérité le concept idéal, le concept central de Kazantzakis. D'accord, donc malgré donc leur extrême différence, les deux sympathisent beaucoup. Ils décident donc tout de suite de rester en URSS tous les deux, de faire venir leur compagne. Ils font d'abord un voyage en Grèce. Et avant de se embarquer pour la Grèce, ils n'oublient pas d'envoyer un télégramme enthousiaste à Staline. Et donc, comme je dis, donc ils sont encore comme assez dans l'idéologie officielle. Et donc ils réussissent à se faire arrêter en Grèce à cause de leur soutien public à la cause communiste. Mais en vérité, ils participent aussi à beaucoup de fêtes mondaines, surtout. Donc Istrati à ces moments, et même en Grèce, je crois beaucoup plus connu que Kazantzakis, même, on peut le dire. Hein.
Même à l'intérieur de la Grèce, d'ailleurs, ce n'est pas les choses importantes. Après, donc, ils reviennent en Union soviétique et donc ils veulent vivre donc, avec de leur plume, donc ils collaborent à des projets de cinéma, ils envoient des correspondances, donc il semble même qu'on leur a promis effectivement beaucoup d'argent en Occident pour une série d'articles et qui doivent être après réunis dans un livre ou sur l'Union soviétique. Et d'ailleurs, Kazantzakis, il reste fidèle à peu près jusqu'à la fin de leur séjour commun à l'espoir de réaliser donc, ce texte. Donc c'est Istrati, donc, est celui qui déchante le premier, c'est-à-dire lentement, il a aussi fait d'autres choses qui ne sont pas particulièrement glorieuses. Par exemple, il fait un voyage dans les îles, qu'on s'appelle Sokol, donc des îles dans le mer du Nord, donc une île de colonie pénale, où donc pratiquement il ne réussit pas à rentrer dans la colonie pénale. Quand même, il sent quelque chose d'étrange dans l'atmosphère, mais il ne critique rien. Donc heureusement, il n'a pas allé si loin que Gorky, donc lorsque Gorky parle plus tard de la rééducation par le fait de délinquants par le travail. Mais c'est donc surtout lorsque les quatre amis donc, font leur voyage vers le sud, donc sur le Volga, dans le Caucase, donc il reste des mois et des mois donc, dans la réalité profonde de la province, qui Istrati commence vraiment à comprendre qu'il y a des choses qui clochent dans l'Union soviétique. Et donc il devient chaque jour plus inquiet, il ne veut plus écrire ses articles pour la déception de Kazantzakis. Il commence donc à être même donc d'une humeur très très instable et donc de toute manière donc il a compris au moins que c'est un pays où il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'ombre. Ce qui a beaucoup compté dans sa vision plus réaliste, la rencontre avec Victor Serge. Donc Victor Serge, voilà, c'est pour le dire en deux mots. Donc Victor Serge était, pour ceux qui ne savent pas, donc, était né en 1890 en Belgique des parents russes émigrés, et donc il grandit dans des conditions de grande pauvreté en Belgique. Il adhère assez jeune à l'anarchisme individualiste, donc il est proche de la bande à Bordeaux, mais sans participer à cette équipée, mais il ne veut pas dénoncer en même temps les autres, donc il se trouve quand même condamné à plusieurs années de prison, qui d'ailleurs il fait intégralement. Tandis qu'il est en prison, donc c'est la révolution. Non, d'abord, donc il va relaxé de prison, il va à Barcelone, donc où sa vocation révolutionnaire se confirme, mais en même temps, là aussi, c'est vraiment un personnage très riche et très curieux, Serge. Lui aussi, il lit d'ailleurs encore la révolution à travers la catégorie de Nietzsche, donc il a écrit on a récemment republié quelques écrits de Serge, ce qui d'ailleurs, je pense, faisait donc finalement aussi un drôle de dialogue entre Serge et Kazantzakis lorsqu'ils se rencontrent. Il y a quand même cette espèce de racine nietzschéenne un peu surprenante. Et donc Victor Serge, il va, et après donc il rejoint la patrie donc, de ses parents, après, quelques mois après la Révolution. Et donc, lui, il est anarchiste individualiste, donc il croit que c'est son devoir d'adhérer à la révolution bolchevique, donc il s'engage beaucoup, surtout dans les travaux internationaux de la Troisième Internationale, donc le côté traduction. Il va aussi comme en Allemagne, donc pour garder la relation avec le communiste allemand, mais lui aussi, donc, Serge qui était encore un esprit complètement différent, donc il déchante peu à peu, mais il ne perd pas sa foi dans l'Union soviétique en tant que telle. Il pense qu'elle est simplement sur la mauvaise voie, et donc il adhère essentiellement à l'opposition trotskiste. Et donc il va donc à la recherche d'Istrati, donc ils se rencontrent la première fois, et Serge, les deux hommes sympathisent beaucoup. Serge raconte cette belle histoire et pour caractériser Istrati, il raconte cette anecdote qu'un vieux communiste dit à Istrati: mais Panaït, oui, ici nous avons effectivement, c'est pas tout qui va bien ici, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et Istrati, il répond: oui, moi je vois les œufs cassés, mais où est votre omelette? Et donc Serge est en 1828 est arrêté pour la première fois, et Istrati donc
intervient tout de suite pour le faire libérer. Et donc il est assez fier de réussir. D'ailleurs, il faut dire quand même, je pense, il y a aussi un côté un peu vaniteux chez Istrati, je pense. Il est bien content lorsqu'il peut aussi faire jouer aussi un peu sa renommée, son pouvoir. Donc, et Serge est libéré assez vite, et Istrati se donne pour la preuve qu'en vérité, effectivement, le mal n'est pas si répandu. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des erreurs, mais les mêmes instances officielles sont toujours prêtes à y remédier. Et donc après la fin de leur voyage vers le sud, ils rentrent donc à Leningrad. Donc il y a donc je l'ai évoqué aussi dans ma postface, un peu presque comme le set d'une œuvre théâtrale qu'on pourrait écrire. Donc le Serge Istrati, Gatsantzakis avec leurs compagnes, donc ils passent dans un réveillon ensemble. On aurait bien aimé savoir exactement ce qu'ils se disaient à cette occasion-là, donc parce que c'est comme ces esprits si différents. Il n'en reste qu'un échange de lettres entre Serge et Gatsantzaki, de lettres chacun, donc, qui terminent pratiquement en se déclarant leur une capacité réciproque à se comprendre. Et tandis que, alors, Istrati, donc de manière qu'il a décidé de rentrer en France, et Gatsantzakis est au contraire, donc il veut continuer le voyage, et même en Asie, prévu au début. Et finalement, Gatsantzaki part seul, donc il arrive jusqu'au Japon. Et sans se saluer avec Istrati, donc le climat entre les deux hommes s'est assez gâté. Et le sujet est justement donc le jugement à donner sur l'Union soviétique. Donc Istrati, donc il est passé de l'enthousiasme plus grand au cours des mois de nom à un jugement donc assez négatif. Quand on dit Gatsantzakis est force de dire que évidemment que tous les détails ne comptent pas par rapport à la grande mission historique. Alors Istrati, donc il veut donc il fait ses bagages, donc il demande ses papiers pour repartir. Et en ce moment, éclate ce qu'on appelle l'affaire Roussakov. Donc ce qui arrive simplement que Roussakov, c'est le nom de famille du beau-père de Victor Serge. C'était même pas son nom véritable, peu importe. Et donc Victor Serge, il vivait donc à Leningrad avec sa femme, avec leur fils, mais et avec les sœurs et avec le père de sa femme, Ludmila, donc dans un appartement de 2 grandes pièces, parce que c'était déjà beaucoup pour les conditions pour la condition de l'époque. Et il semble donc qu'il y avait simplement une atmosphère sordide où une jeune communiste, comme une espèce de gardienne de l'immeuble, donc dénonce donc le vieux Roussakov pour des comportements antisociaux. Et en vérité, probablement, il est manœuvré par les services secrets qui veulent simplement mettre en difficulté Victor Serge. De toute manière, quelques bêtes histoires d'immeubles, donc qui évidemment terminent aussi avec quelques coups donnés, arrivent au point qu'il se déchaîne une campagne de presse où on demande même une punition exemplaire, donc ça veut dire la peine de mort pour le vieux Roussakov. Donc en affirmant que ce sont des éléments extrêmement nocifs, que donc on lui reproche aussi d'avoir vécu à l'étranger, parce que c'était un travailleur émigré, donc en vérité on lui reproche aussi d'être un vieux anarchiste. Et donc surtout, donc, on veut effectivement frapper Serge à travers l'histoire, à travers son beau-père. Alors Istrati, donc il part une autre fois en guerre dès qu'il apprend cette chose, et donc il pense que c'est une autre fois une erreur. Donc il écrit un article, je crois effectivement publié sur cette histoire, et après il téléphone partout, donc il renvoie son départ, et donc toujours en faisant beaucoup de bruit, il réussit même à se faire recevoir pour le président de l'Union soviétique, Kalinin à l'époque, qui lui donne une lettre en expliquant que donc, il faut immédiatement libérer Roussakov. Il dit voilà, encore, l'Union soviétique, la justice existe encore. Et il arrive avec cette lettre qu'il a eu à Moscou, il arrive à Leningrad, il voit que tout le monde s'en fiche totalement, que probablement déjà Kalinin avait probablement formuler cette lettre d'une manière donc de dire aux autres de ne pas en tenir compte, et donc finalement il ne réussit pratiquement à rien faire. Donc il a l'impression Istrati que tout le monde se moque de lui,
Et donc, il perd donc ces dernières illusions, donc cette affaire qui regarde quelques personnes devient pour lui comme la preuve définitive. Donc en effet, donc une partie de son livre donc vers l'autre flamme et donc effectivement est consacrée à l'affaire Oussakov. En vérité, il faut dire, je pense, des histoires de ce genre, il y en avait à milliers à l'époque où se mêlait la persécution politique avec des questions sordides, où justement, par exemple, on était bien capable, il y avait beaucoup de gens qui étaient bien capables de dénoncer leurs voisins, justement, par exemple, pour avoir, afin qu'on leur attribuait, par exemple, leur appartement, qui avait, par exemple, une chambre en plus. Donc, si aujourd'hui on en parle encore, c'est justement ce seulement là aussi, il faut dire, grâce au pouvoir de la littérature, parce que c'est illustratif que l'on a parlé. En vérité, l'intervention d'Istrati, il faut dire, n'a pas été vaine, parce que finalement, Oussakov se tire avec une condamnation plutôt symbolique. Donc, il n'est pas fusillé, donc il est rapidement remis en liberté. Et donc, c'est grâce aussi, évidemment, à Victor Serge, qui peut encore mobiliser un peu de force, mais c'est aussi grâce à Istrati qu'on parle publiquement. Donc Istrati, donc, il repart donc, au début en février, je crois, mars 29, il revient à Paris et totalement démoralisé. Et il ne sait vraiment pas quoi faire, il ne sait pas si on peut en parler ou pas. Et c'est finalement donc il se consulte surtout avec Boris Souvarine, et c'est Boris Souvarine qui lui dit il faut absolument que tu écrives un livre sur cette affaire. Et Istrati, donc il retourne alors pourquoi c'est pas toi qui l'écris, et finalement donc ils se mettent d'accord pour écrire un livre ensemble. Et malgré cela, donc on voit aussi dans ces lettres, même à Roland, donc il reste encore des mois et mois un peu au milieu du guet, il ne sait pas se décider, il a quand même trop peur de pouvoir, parce qu'il reste quand même avec une espèce d'affectation pour l'Union soviétique, pas pour son état réel, mais pour l'espoir qu'elle représentait. Il craignent quand même de porter trop au moulin des réactionnaires. Mais finalement, donc, il se décide et donc il fait donc ce récit personnel qui s'appelle Vers l'autre flamme. Et il se met donc, il signe autres 2 volumes. Le deuxième volume a écrit par Boris Souvarine, donc s'appelle L'ours en 1929. Non, c'était pas le titre original, quoi. Donc Souvarine, il fournit de toute manière un livre essentiellement fourni de chiffres. Et Victor Serge, il envoie depuis l'os un autre manuscrit d'analyse de la situation politique d'un point de vue plutôt proche de Trotsky. C'est d'ailleurs sûr que ce n'est pas les meilleurs textes de Serge. Et Istrati les signe tous les 2. Je me demande d'ailleurs si quelqu'un a pu croire que le volume 2 et 3 de Istrati, parce que c'était totalement contraire au style habituel d'Istrati, mais il semble qu'à l'époque, ce n'était pas une question qu'on posait. Et donc, comme je dis, il arrive avec beaucoup d'hésitation, mais il y avait un passage il écrit, donc, je pense, vers août, je crois, 29, il écrit à Romain Groland, et j'y suis, j'ai caissé la vaisselle, et donc il annonce comme ça donc, le fait qu'il a écrit en quelques semaines son livre. Et d'ailleurs, on sent même dans son livre que je pense qu'il se radicalise même au fur et à mesure de son écriture. Donc la première page, il a les jugements encore relativement positifs malgré l'Union soviétique en tant que telle, et donc il parle même avec donne un jugement plutôt positif même sur quelqu'un comme Dzerzhinsky, donc le féroce chef de la Tchéka. Mais tandis que sur la dernière page, il finit pratiquement pour mettre le communisme soviétique au même niveau comme le fascisme italien. On note vraiment que même pendant les quelques semaines qu'évidemment il a mis à la rédaction du livre, et son jugement qui se radicalise. Oui, en effet, donc je pensais ici que... Merci. Juste pour donc il y a eu cette parution en 29. Il faut bien voir en effet que il y a quand même une originalité assez grande de Vers l'autre flamme. Quand on voit l'histoire des récits du RSS de l'époque, on avait des choses extrêmement laudatives qui étaient faites en général par les gens du PC, qui revenaient avec des livres en
enchanté. Et de l'autre côté, des ouvrages un peu plus à charge qui étaient faits ou alors assez apolitiques, comme celui d'Ella Maillard en site voyage, ou alors on a aussi un livre complètement oublié de Georges Duhamel, et heureusement oublié d'ailleurs, mais qui sont on n'avait pas de livre fait par quelqu'un d'aussi à gauche en fait, et aussi radicalement opposé à l'URSS à l'époque. C'est un peu ça, et comme l'a dit donc Anselm Jaff, c'est vrai que Istrati et Kazantzakis c'était quand même des originaux, hein, c'est pas des marxistes purs et durs du tout, donc il y a aussi peut-être ça aussi qui explique. Mais ça c'est Charles Jacquet qui va nous expliquer. Donc je veux quand même encore ajouter une chose justement sur ce thème, parce que c'est aussi une reproche que les amis m'ont fait par rapport à mes préfaces, où je dis que c'est des premières critiques de l'URSS. Évidemment que ce n'est pas le cas. On a eu des critiques surtout du côté des anarchistes bien plus précoces, par exemple avec Emma Goldman, et donc il y a aussi d'autres Français qui étaient revenus dessus. Il y avait le même Boris Souvarine. Mais je pensais qu'à Comté, ce qui explique aussi l'animosité particulière de Staline contre Istrati, c'est qu'Istrati, il avait d'abord été un enthousiaste, il est allé là-bas, il est revenu déçu. Donc cela, évidemment, on ne pouvait pas dire qu'il avait des préjugés, on ne peut pas dire que c'était un bourgeois qui avait des prétextes, on ne pouvait même pas dire que c'était un aventurier, petit bourgeois anarchiste. Donc c'était le même auteur qu'il avait porté sur les nuages pendant des années, qui ensuite, après s'être rendu, avait changé d'avis. Donc ça pesait quand même beaucoup plus comme jugement. Et voilà pourquoi je pense qu'Istrati n'était pas le premier à quand même eu un rôle particulier donc, dans le démontage de l'image union soviétique. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est vrai qu'il a été traité d'aventurier à l'époque, hein, quand même. Hein, oui, ensuite. Ensuite. Ça ben, je vais essayer de prendre... C'est bon, vous m'entendez? Je vais essayer de prendre le relais pour, assez rapidement et assez simplement, essayer de vous présenter quel a été l'écho, quel a été l'impact de la publication de cette trilogie qui s'appelle Vers l'autre flamme. Donc je rappelle au niveau factuel que Vers l'autre flamme c'est 3 volumes. Donc le premier, comme il a été dit, a été écrit par Istrati lui-même. Le second a été écrit par Victor Serge et il est sous-titré Soviet 1929. Et le troisième et dernier a été écrit par Souvarine et s'appelait, à l'époque de sa parution, La Russie nue. Et quand je l'ai réédité en 1997, si ma mémoire est bonne, on avait décidé de changer, donc chez Ivrea, on avait décidé de changer le titre et de l'appeler l'URSS en 1930, parce que c'était le souhait de Souvarine qui, dans des courriers que j'avais consultés, qu'il avait écrit à l'époque, expliquait que ce titre était vraiment une espèce de pis-aller, parce qu'il fallait faire vite et qu'ils étaient pressés, mais que le projet qu'il avait était plutôt de donner une espèce de radiographie économique et sociale de l'URSS à ce moment-là, avec ce qui était pour lui l'élément essentiel dont il n'avait pas pu parler, c'est-à-dire le plan quinquennal. Et donc on y a rajouté un article du bulletin communiste de 1930 sur le projet du plan quinquennal. Enfin, voilà pour les livres en eux-mêmes. Avant de parler de l'écho de la trilogie, il me semble qu'il y a une remarque préalable qui me semble indispensable et qui de toute façon importe beaucoup à mes yeux, c'est de replacer ça dans la façon dont l'URSS a été perçue à ce moment-là. Et pour comprendre comment l'URSS est perçue dans les années 20, dans l'entre-deux-guerres, il me semble qu'il faut faire un tout petit retour en arrière et revenir à 14. Et comprendre que le mouvement ouvrier en 14 subit un échec historique absolument majeur, avec son acceptation de la guerre, son ralliement à l'Union sacrée, etc., qui fait que la révolution de 17 va, auprès des premiers militants, des premiers opposants à l'Union sacrée, connaître très rapidement une aura, un écho, un intérêt extrêmement important. C'est la fameuse expression
de Jules Romain sur la grande lueur à l'Est. Bon, la grande lueur à l'Est, ça viendra plus tard, c'est le titre du volume 19 des Hommes de bonne volonté, qui sera écrit plus tard. Mais je crois que l'expression résume vraiment bien le sentiment qu'ont tous ces gens-là, après cet échec de 14, de prendre une sorte de revanche sur cet échec et en même temps de construire un mythe dans la mesure où ça leur évite de trop se poser des questions sur les raisons de cet échec. Mais il y a vraiment ce sentiment-là qui est immédiatement perceptible chez tous ces militants, chez tous les protagonistes dont on va parler, les Souvarine, Victor Serge, enfin, Istratif et tous les autres. La révolution russe, elle donne un sens à cette révolte contre la guerre, dans un premier temps, et par la suite, cette image qui est au départ romantique et populaire, ça deviendra, et donc c'est vraiment au moment où éclate l'affaire Istrati, le début des plans quinquennaux, ça deviendra celle des tracteurs, du staccanovisme et de l'industrialisation. Mais que ce soit la première ou la deuxième image, il y a immédiatement et sur la longue durée, identification complète entre l'idée socialiste et le régime qui a été établi en URSS. Je reviens à Istrati. Donc on m'a dit, il est invité aux cérémonies du 10e anniversaire. Il passe 16 mois, il revient en France et à ce moment-là, il rencontre Boris Souvarine et je cite ce que Souvarine a écrit à ce sujet. Istrati est définitivement désillusionné, désabusé et ne pense plus en formules trompeuses sur la pseudo-dictature du prolétariat. Il rentre à Paris le 15 février 29, fourbu, malade, désorienté, ne sachant plus à qui ni à quoi se vouer. Il ne peut ni parler, ni se taire, ni écrire, ni s'abstenir. Au lendemain de son retour, il est chez moi, il raconte. Donc il va y avoir ensuite toute une période de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois de doute, d'hésitation sur l'attitude à adopter. Et on peut suivre vraiment la trace presque au jour le jour de ce débat, de ces hésitations à travers sa correspondance avec Romain Rolland, qui, comme il a été dit tout à l'heure, est pour Istrati une espèce de figure paternelle qui l'a amené, qui a reconnu ses dons d'écrivain, qui l'a amené à devenir en quelques années, voire en quelques mois, un écrivain extrêmement populaire, extrêmement célèbre. Et donc aller contre la volonté de Romain Rolland, bien évidemment, ça ne va pas de soi. D'où ces hésitations. En même temps, Istrati s'était manifesté auprès des autorités soviétiques pour intervenir en faveur de Roussakov, mais en même temps, il commence à s'exprimer dans la presse d'une manière très light, très soft. Et il donne 2 entretiens, un aux Nouvelles Littéraires dès le 23 février, l'autre à Monde en date du 2 mars. Et dès ce moment-là, on voit que les soviétiques ont tout à fait compris le problème qui va être soulevé par Istrati, et donc on fait monter au créneau un critique littéraire soviétique. Donc au printemps 29, l'affaire Istrati finalement commence avant même la publication de cette trilogie, puisqu'il y a le critique littéraire Boris Volin, à ne pas confondre avec l'anarchiste du même nom, bien évidemment, qui est le chef du département de presse du commissariat du peuple aux affaires étrangères, qui publie dans la Gazette littéraire un article qui dénonce la duplicité de l'écrivain roumain. On voit très bien, dès le départ et avant même que les livres soient publiés, la tonalité ou le plan sur lequel vont se passer les attaques contre Istrati. Istrati aussi, en même temps qu'il publie sa trilogie, il va la publier d'une manière échelonnée. C'est-à-dire, le premier volume paraît en octobre, le second en novembre et le dernier en décembre. Dès avant la parution du premier volume, il a décidé de publier le chapitre qui est consacré à l'affaire Roussakov dans la Nouvelle Revue française, dans la NRF, qui est une des grandes revues littéraires de l'époque.
Et à partir de là, je ne reviens pas sur l'affaire Roussakov puisqu'on en a parlé tout à l'heure, les attaques vont commencer contre lui. Nature de l'affaire Roussakov, puisque ça a été aussi évoqué tout à l'heure, donc je voudrais dire un mot, dans la mesure où une partie des attaques qui vont être portées contre Istrati vont être finalement, pour celles qui seront les plus argumentées, si j'ose dire, vont être du registre du fait divers, si vous voulez. C'est-à-dire, en gros, on monte en épingle, finalement, un petit fait divers qui n'a pas spécialement d'importance, où on lui donne une signification beaucoup plus haute et beaucoup plus large que celle qu'il a au départ. Alors qu'Istrati a très bien compris, c'est ce qu'il écrit notamment à Romain Roland dans la correspondance que je viens d'évoquer, que ce n'est pas un cas isolé, mais je le cite, l'un des milliers d'abcès dont se meurt la Révolution. Et toujours sur cette affaire, Souvarine écrira que c'est un microcosme où s'affirme la lourde et implacable machine bureaucratique prête à broyer des innocents irréprochables. Donc, parution de l'affaire Roussakov, les attaques commencent, et évidemment vont se poursuivre avec la publication des 3 volumes. Je vous en donne quelques exemples. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la chronologie. Donc, on a vu qu'on a commencé avant même la publication des livres avec la réaction de Boris Volin au mois d'avril. C'est ensuite le communiste polonais en Union soviétique, Bruno Jazienski, qui dit que Istrati pousse des odes à la contre-révolution trotskiste. Puis c'est l'ensemble de la presse soviétique qui, comme un seul homme, l'accuse d'être vendu à la police secrète roumaine. Et en France, les accusations sont tout à fait du même ordre. Je ne voudrais pas dire que c'est du copier-coller parce que ça serait un peu anachronique, mais ça y ressemble étrangement. Donc par exemple, l'Humanité le qualifie de traître et parjure, qui hurle contre la Russie soviétique avec les chiens bourgeois et sociodémocrates. Puis, quelques jours plus tard, elle l'accuse d'être un agent de la police roumaine. L'hebdomadaire de la CGTU, contrôlé par le PC, qui est la Vie ouvrière, quelques jours plus tard, l'accuse d'être un insulteur de l'URSS qui monnaie son talent d'écrivain pour toutes les causes, et même les plus mauvaises. Donc, avant tout, il s'agit de discréditer Istrati comme un traître, un vendu. Et c'est Monat Pierre Monat, le syndicaliste, dans la Révolution prolétarienne, va comprendre le premier quelle est la nature de cette campagne contre Istrati, puisqu'il écrit que les articles de l'Humanité sont le pendant des articles de la Pravda et de la presse soviétique. Et là, je cite Monat, même mépris de la vérité, même mépris de l'honneur et de la vie des gens, même servilité devant les procédés de la police russe. Qu'est-ce qu'il en est de sa réception à l'extrême gauche? Alors là, je vais faire un truc très scolaire, premièrement, deuxièmement. Donc premièrement, je vais faire la presse trotskiste, et deuxièmement, tout ce qui est anarchiste, libertaire, syndicaliste, révolutionnaire. Dans un premier temps, Istrati, dans l'entretien que j'ai évoqué tout à l'heure aux Nouvelles littéraires, dit que Trotsky est la réserve d'or de la révolution russe. Et à ce moment-là, Alfred Rosmer, qui est membre de la Ligue communiste trotskiste, entreprend des démarches auprès de l'écrivain roumain, pensant trouver un écho favorable et un sympathisant potentiel. Mais avec la publication de l'affaire Roussakov dans la NRF, c'est Pierre Naville qui va critiquer Istrati en lui reprochant le choix de la NRF, disons, comme grande revue bourgeoise, etc., littérateur bourgeois, etc. Et il écrit aussi qu'il est entraîné, je cite, par le lyrisme de sa nature. Donc en fait, il exagère un peu, quoi, si vous voulez. Et quant à Trotsky lui-même, il estime que, je cite, Istrati va à la presse bourgeoise pour l'informer sur les crimes de ce mauvais gouvernement de Moscou, et il en tire des conclusions qui sont entièrement contraires aux nôtres.
Dernière personnalité de cette mouvance-là, qui est pour encore quelques mois trotskiste, c'est Magdeleine Paz, qui titre son article dans la revue donc de son époux Maurice Paz, Contre le courant, non Istrati, avec un grand point d'exclamation. Et elle aussi, elle argumente sur le thème du fait divers, quoi. Et elle dit, malgré toutes les affaires Roussakov, il reste beaucoup à sauver de la révolution russe, qui va vaillamment reprendre sa marche en avant. Je ne voudrais pas être cruel en soulignant ce qu'il en est advenu les années suivantes. Par contre, au niveau des milieux anarchistes, on peut dire que ou syndicalistes, la trilogie est très bien accueillie. Donc Monat, toujours sur la thématique du fait divers, lui compare l'affaire Roussakov avec l'affaire Dreyfus, en disant que ce sont deux faits divers qui sont profondément révélateurs des conflits sociaux du Hurtum. Le Libertaire, qui est le journal de l'Union anarchiste, remarque qu'il y a eu comme ça a été dit tout à l'heure, il y a eu des centaines de délits de justice similaires à l'affaire Roussakov qui se sont déroulés en URSS, mais qui ont été dénoncés par la presse anarchiste, mais d'une manière confidentielle. Alors que là, c'est la personnalité d'Istrati qui fait toute la différence, puisqu'il était quelques mois auparavant encensé et loué par les autorités soviétiques et par l'ensemble de la presse communiste. On retrouve aussi un écho favorable dans la revue anarchiste, où là, Voline, le vrai Voline, si je veux dire, salue un ouvrage qui permet, je le cite, de faire éclater la vérité entière et écraser l'infâme mensonge du bolchevisme. C'était un petit peu optimiste de sa part, mais la démarche était bien là. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire? Il me semble qu'il y a plusieurs leçons à en tirer. Ça a déjà été dit, mais je vais quand même y revenir parce que ça me semble important. Je crois que c'est la première fois. Il y a eu précédemment des dénonciations du régime soviétique, en particulier venant des milieux anarchistes, venant de milieux qu'on a qualifiés d'ultra-gauche, mais par contre qui ont trouvé un écho extrêmement limité. Bon, le livre d'Emma Goldman, à ma connaissance, n'est toujours pas traduit intégralement en français à l'heure où je vous parle. Donc on ne peut pas dire que c'est Emma Goldman qui a changé la vision qu'on avait de l'Union soviétique. Il y a les textes de Rudolf Rocker, il y a Voline, enfin, il y a des gens comme ça. Bon, moi je prends une petite brochure qui n'est pas très connue mais qui me semble extrêmement intéressante, qui est La répression de l'anarchisme en Russie soviétique, qui est de 1923 et qui établit une espèce d'annuaire ou de martyrologue des anarchistes russes tués ou emprisonnés au moment où elle est dirigée. C'est une brochure dont s'occupe Voline. Il y a ensuite le texte de Makhno sur la révolution russe en Ukraine 2 ans plus tard, si ma mémoire est bonne, 2 ou 3 ans plus tard. Mais c'est vraiment des dénonciations qui sont extrêmement marginales, extrêmement minoritaires et tout à fait méconnues. La grande différence avec Istrati, c'est qu'Istrati, c'est un écrivain qui est mondialement, comme on a dit, qui est mondialement célèbre, qui a affirmé et réaffirmé son intérêt pour l'Union soviétique jusqu'à dire qu'il voulait s'y installer, que c'était sa nouvelle patrie, etc. Et qui là, après être allé au-delà du miroir, dénonce d'une manière extrêmement viscérale ce que devient la classe ouvrière finalement sous le régime qui est censé la représenter. La deuxième leçon, il me semble qu'il faut en tirer, c'est que dans ce cas-là, ce que je préfère appeler les staliniens plutôt que les communistes, expérimentent sur la longue période la manière dont ils vont discréditer leurs opposants qui viennent de la gauche, quoi, pour faire bref, avec une place extrêmement particulière qu'il faudrait peut-être creuser, sur la place qui jouent les compagnons de route et les intellectuels. Romain Rolland, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un rôle essentiel dans cette affaire-là,
Il a un comportement qui est un comportement éthique, si vous voulez, pour faire vite, qui est beaucoup plus respectable que nombre de ses confrères, dans la mesure où il ne va jamais accuser, enfin il va rompre avec Istrati, mais il ne va jamais l'accuser d'être un traître, d'être un vendu, d'être un agent de la police roumaine, etc., etc. Mais dans sa correspondance enfin, la correspondance Romain Rolland-Istrati montre bien, enfin Istrati écrit à Romain Rolland au début ou après son retour en France, il a vraiment très bien compris le rôle qu'on fait jouer à ces intellectuels-là. Il écrit on nous craint parce qu'on a besoin de nous. Parce que tel jour il faudra signer telle pétition pour tel communiste emprisonné dans tel pays, etc. Donc on a du poids, on a un poids, et Istrati va essayer d'entraîner Romain Rolland en lui disant il faut qu'on connaisse le sort de nos amis. Donc il parle évidemment de Roussakov, en arrière-plan de Victor Serge, mais aussi d'un anarchiste, d'un anarcho-syndicaliste italien qui s'appelle Francesco Ghesi, qui est arrêté dans la même période. Donc un anarchiste italien réfugié en URSS, qui est aussi arrêté dans la même période et pour lequel Istrati prendra position, invitant Romain Rolland à signer en sa faveur, etc. Voilà, donc les choses ne sont pas écrites. Enfin, je veux dire, un Romain Rolland prenant une autre décision, les choses se seraient passées tout à fait d'une manière différente. Et j'en reviens à ce qu'écrit Victor Serge sur le rôle et la place des intellectuels dans les mouvements sociaux, qui est extrêmement critique et extrêmement péjorative, en disant en gros les intellectuels sont toujours, dans leur immense majorité, du côté du manche, et il est rarissime, là je fais référence à ce qu'écrit Victor Serge dans ses carnets, à propos de la critique de l'URSS, évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où il est au Mexique, et on pourrait le dire exactement de la même manière pour cet épisode-là. Un autre point aussi qui me semble assez décisif, c'est qu'on évacue totalement, c'est un discours extrêmement idéologique, extrêmement partidaire, qui fait qu'on évacue totalement la notion de vérité dans ce type de polémique. C'est-à-dire, ce qui est important avant tout, c'est le lieu d'où l'on parle et non pas ce que l'on dit. D'où les critiques qui sont portées à Istrati sur le fait, par exemple, qu'il publie cet extrait dans la NRF, revue de la bourgeoisie, la grande bourgeoisie littéraire, enfin, etc. On ne s'intéresse pas au fond, au contenu, à ce qui est écrit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que voilà. On dit non, mais là c'est pas le bon endroit où il faut le faire. En même temps, j'ai envie de rajouter, si on interdit à Istrati de s'exprimer dans les publications légitimes, il va nécessairement le faire ailleurs, et ensuite on va pouvoir le reprocher. C'est une espèce de prophétie autoréalisatrice qui sera utilisée ad nauseam par les staliniens jusqu'à l'heure des confitures récentes. Pour terminer, je crois que l'importance de l'affaire Istrati, c'est que celui-ci a vraiment compris, à la place qui était la sienne, donc d'écrivains sympathisants du régime, etc., ce qui se passait en Union soviétique à ce moment-là, c'est-à-dire que sous le masque d'un discours émancipateur totalement fallacieux, on construisait une dictature totalitaire et un capitalisme bureaucratique d'État sur le dos des prolétaires, des villes et des campagnes de ce pays. Et pour conclure et pour résumer toute cette affaire, je voudrais vous lire quelques lignes qui ont été écrites dans le Libertaire à la mort d'Istrati et qui me semblent parfaitement résumer l'affaire. Voilà ce qu'écrivait le Libertaire. Sacréa grand homme, Istrati ne fut même plus bon à donner aux chiens. Ses confrères en littérature de la secte bolchevisante, soucieux de ménager le débouché russe, lui tournèrent le dos et le salirent. Mieux que cela, ils rivalisèrent de zèle sous la direction de Barbus. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Est-ce qu'on a vous a coupé le micro.
Bonjour. Bonjour. En fait, je voudrais savoir si vous savez si Pistrati a eu conscience en fait des conséquences qui pourraient arriver quand il a dénoncé en fait, voilà, est-ce qu'il se doutait que ça allait le mener à sa perte. Je vais plutôt passer la parole à Charles, mais juste comme ça, moi je dirais que oui, parce que l'hésitation qu'il a eue pendant des semaines montre justement qu'il se rendait compte de la gravité de son acte, je pense. Je pense largement non, parce que c'était aussi une des premières, ou peut-être le tout premier exemple d'une telle campagne. Évidemment, il savait qu'elle n'était pas bien reçue. Je pense qu'il craignait surtout la réaction de Romain Rolland plus que d'autres choses. Moi, justement, je pense qu'on n'a jamais eu une telle campagne de diffamation. Donc, nous serions à savoir jusqu'où ça pouvait arriver. Je pense largement non, parce que c'était aussi une des premières, ou peut-être le tout premier exemple d'une telle campagne. Évidemment, il savait qu'elle n'était pas bien reçue. Je pense qu'il craignait surtout la réaction de Romain Rolland plus que toute autre chose. Moi, justement, je pense avant, on n'a jamais eu une telle campagne de diffamation. Donc, justement, de toute manière, il ne pouvait pas savoir jusqu'où ça pouvait arriver. Non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il il a conscience et il hésite, à mon sens, et d'après ce que j'en ai lu, énormément à cause de la personnalité de Romain Rolland, c'est-à-dire de ce lien d'affection très très fort, d'une amitié et d'un rapport quasiment père-fils, quoi. C'est Romain Rolland qui l'amène à être écrivain, quoi. Donc ça Istrati ne l'oublie absolument pas. Il y a vraiment des semaines de débats intérieurs, de réflexion, donc je pense qu'il sait que ça va poser des problèmes, puisqu'il écrit à Rolland l'expression, je crois, qui a été citée tout à l'heure. Il lui dit ami, j'ai cassé la vaisselle. Et en gros, on sauvera nos amis, c'est-à-dire Roussakov, Guedzi, etc., parce que leur sort sera connu. Et donc, il se fait l'intermédiaire de cette connaissance auprès de l'opinion publique en France et à l'étranger. Mais je pense par contre qu'il n'a pas mesuré le degré de violence, de calomnie, de rejet dont il va être l'objet. Il ne pouvait pas parce que c'était vraiment une nouveauté, je pense, historique, ce genre de campagne. J'ai aussi une question à faire peut-être à vous. Alors, dans le deuxième manifeste du surréalisme publié en 1930, André Breton, entre autres choses, il dit justement cette phrase, Panay Istrati, était-ce vraiment nécessaire d'écrire tout cela, une chose comme ça. Je n'ai jamais compris qu'est-ce que Breton voulait dire avec ça. D'abord, est-ce qu'il lui reproche vraiment Istrati d'avoir dit ce qu'il avait dit, ou est-ce une phrase où il répond ironiquement ce que les autres, ses adversaires, pourraient dire? Quelqu'un le sait? Non, je crois que c'est simplement si c'est la date du second manifeste, c'est que simplement Breton est dans sa phase communiste, stalinienne, la plus prononcée, quoi. Qui va durer jusqu'en 34. Donc il partage, donc ce reproche est sérieux, parce que le contexte vraiment ne le laisse pas vraiment entendre. Ben le contexte dans lequel écrit Breton m'inciterait à penser, j'ai pas de réponse définitive évidemment, mais le contexte et la période dans laquelle écrit Breton m'incite à penser que c'est sa période où il est le plus, j'allais dire orthodoxe, c'est le mot est mal choisi, mais il cherche même à se faire bien. Il a sa carte au PC, voilà, et c'est le militant qui ensuite va envoyer Aragon au Congrès. Des écrivains à Kharkov, etc. Faut savoir ce qu'ils pensaient. Intimement, ça je pourrais pas le dire. Oui, bonsoir.
Oui, les textes que Istrati a fait et ceux qu'il a permis d'être publiés, de Serge et de Souvarine, c'est important parce que c'est un peu un tournant dans l'histoire de l'Union soviétique, de ce que devient la révolution russe, de ce que sont les oppositions et les oppositions sur la gauche, les oppositions révolutionnaires. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être le résultat de l'histoire. Et quand on a le résultat de l'histoire, on peut dire tout ça c'était pourri du début. Mais quand on fait l'amour, on ne sait pas si le bébé il sera trisomique. Et s'il est trisomique, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ça, c'est un petit problème. Et eux, c'est le problème qu'ils avaient. Et ils ont mis un certain temps, y compris Trotsky, qui était ni un con ni un lâche, pour dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait pas, comment on fait, où on va. Alors évidemment, il y a des gens dès le début qui disaient que c'était pas bien, comme Emma Goldman. Mais Emma Goldman, malheureusement, elle était beaucoup moins lucide en Espagne en 1936. C'est dommage pour elle. Elle aurait pu l'être à ce moment-là et elle aurait eu une influence sur ses amis. Mais la question c'était, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on voit les choses? C'est le problème qu'il a, Istrati. Est-ce que je publie? Si je publie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va penser? Parce que moi je suis d'accord avec Rosa Luxembourg. Les bolcheviks, ils ont fait quelque chose de fondamental, ils ont osé. C'est la fin de sa brochure sur la révolution russe. Eux au moins, ils ont osé. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, pour le prolétariat, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé. À mon avis, c'est même les seuls. Alors après, ça s'est compliqué. Il y a ceux qui se sont battus pour maintenir, pas maintenir. On a à en discuter. Voilà. Juste une remarque. J'ai un fils trisomique. J'ai un fils trisomique. Excusez-moi, monsieur. Réfléchissez un peu à vos comparaisons. Excusez-moi, C'était grossier. Je reconnais. Il faut choisir ses comparaisons. Hein. Voilà, c'était grossier, excusez-moi. Effectivement. Pour filer la comparaison, on va peut-être arrêter, mais il y a un passage justement dans Vers l'autre flamme où Istrati dit « La nourrice avait les mains sales », qui me paraît être je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression quand même que cette phrase, quand il dit « La nourrice avait les mains sales », montre qu'à la base même, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ben, vous nous l'expliquerez. Je veux dire, Istrati ne fait pas des analyses historiques sur le quand même, et comme il le dit, comme les autres, ses amis et ses ennemis lui reprochent, il raisonne avec le cœur. Donc pour lui, donc, ce qui compte, c'est comme les facteurs humains, comme on dit. Donc, c'est comme le rapport humain, et donc pour lui, le socialisme n'est pas le sens si ça ne comporte pas une transformation quotidienne de l'homme, donc une société qui est basée sur l'amour et sur l'amitié au quotidien. Et donc probablement, donc, il est arrivé en Russie en pensant qu'il y a c'est des pays où chaque jour il y a des millions d'actes d'amitié entre les personnes. Donc il était simplement extrêmement déçu de ce manque de transformation sur le plan humain. Donc cela, il était sensible à ça et pas à la question des chiffres d'industrie lourde et même pas aux diatribes dogmatiques sur le rôle de l'avant-garde ou même sur la bureaucratie. Donc vraiment, il jugeait cela à l'aune de l'immédiateté humaine et ce qui les faisait justement passer pour sentimental, un peu naïf aux yeux des autres. Aujourd'hui, justement, ce qui est aussi particulier, qu'on comprend avec sa naïveté, il a su voir des choses que d'autres gens beaucoup plus rusés que lui ne savaient pas voir. Donc, peut-être livrer un point d'information complémentaire là, pour aller un peu dans le sens, enfin compléter un petit peu ce qu'a dit Charles Jacquet, parce qu'il a dit qu'effectivement il y avait des dénonciations du système soviétique qui avaient été publiées avant celles de Istrati, mais qui étaient extrêmement marginales, mais ce n'était pas le cas en Espagne, parce qu'il y a eu en Espagne, en 1921, la CNT, qui était déjà narco-syndicaliste, avait adhéré pendant un certain temps à l'internationale syndicale rouge, très favorable à ce qui se passait en Union soviétique, sans trop savoir ce qui se passait là-bas. Et ils avaient envoyé une mission d'information qui était dirigée par André Pestagna,
et qui a fait un rapport donc, sur ce qu'ils ont vu là-bas, et qui était un rapport absolument négatif sur la réalité soviétique, et qui a conduit immédiatement la CNT donc, à se désaffilier de l'Internationale syndicale rouge. Et en fait, c'est un rapport qui a été édité sous forme de brochure, qui a beaucoup circulé dans le milieu anarcho-syndicaliste et au-delà. Donc en Espagne, c'était beaucoup moins marginal finalement. Et ça a joué un rôle important évidemment dans tout ce qui a suivi. Parce que je voulais essayer de préciser quand même un petit point, parce que je voulais faire rapide tout à l'heure. Je veux pas du tout dire que la réception par les staliniens et par les trotskistes a été sur le même registre. Je dis qu'elle a quand même été relativement limitée par ce que j'ai indiqué, notamment le fait que on délégitime un écrit parce qu'il est publié à tel endroit. Ce qui me semble quand même poser quelques problèmes en termes de rationalisme de base, quoi. C'est-à-dire on s'intéresse à un écrit, on voit si on est d'accord ou non, et après on discute. Commencer un raisonnement en disant je suis pas d'accord avec Istrati parce qu'il a publié dans la Nouvelle Revue Française, comme le fait Naville par exemple, ça me semble un peu court. Mais par contre, si on prend le cas de Magdeleine Paz, que j'ai cité aussi, il faut savoir que Magdeleine Paz, son article a été publié dans le dernier numéro de la revue Contre le courant, et qu'ensuite elle a lancé un autre journal éphémère avec son mari Maurice, qui s'appelait Le Libérateur, et que dans Le Libérateur, elle a eu un débat, fraternel, c'est-à-dire argument contre argument avec Istrati, qui a pu s'expliquer, qui a pu aller au fond des choses dans ce cadre-là. Alors que bien évidemment, dans toute la presse stalinienne, etc., c'était injure sur injure, sans, comme je l'ai dit, qu'on aborde de quelque manière que ce soit ce qu'avait écrit Istrati ou ses deux acolytes, et que le discours était uniquement sur le thème de la dénonciation, du style agent de la police roumaine, traître, vendu, etc. etc. Par contre, ça me semblait quand même intéressant de montrer la différence de tonalité qu'il y avait eu entre le milieu libertaire ou syndicaliste dans la réception de l'œuvre et ce qu'avait été celle des organisations trotskistes, tout simplement. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'écrivaient et ce que faisaient les staliniens au même moment, quand même. Ouais. Du coup, là, on a parlé du débat principal qui était la réception à gauche et dans la gauche radicale de ce texte. Est-ce que les forces réactionnaires se sont emparées du texte d'Istrati pour discréditer au-delà de l'Union soviétique les idées de gauche et les idées communistes ou de gauche radicale? Enfin, j'avoue à ma grande honte que je ne me suis jamais trop intéressé à ces courants-là, donc j'ai pas de lumière particulière à apporter. Simplement, il me semble, un peu dans la logique des choses, que c'est pu être probablement utilisé, mais que bon, finalement, c'est pas, à mon sens, c'était pas tellement le problème. Le problème intéressant, c'est vraiment le problème chez les gens qui se réclament du socialisme. C'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction. Je ne sais pas si ça vous a paru un peu comme arriver comme un cheveu sur la soupe non, mais ça me semblait vraiment nécessaire de montrer comment le fait même de la guerre de 14 et de la déconfiture totale du mouvement ouvrier à ce moment-là installe à partir de 17 ce qu'on peut qualifier de mythe soviétique ou de mythe de l'Union soviétique sur la longue durée, et avec une identification qui va durer pendant des décennies, avec de manière différente, avec des degrés différents, etc., mais qui va quand même perdurer sur une très longue période.
Et ayant cet acquis, finalement, les courants staliniens vont se battre absolument bec et ongle pour non seulement perpétuer le mythe, mais en même temps interdire toute dissociation entre le régime soviétique et l'idée simple d'une société émancipée qu'on pourrait qualifier de socialiste. D'où par exemple le fait de qualifier leurs adversaires, les gens qui sont à gauche d'eux ne sont pas à gauche d'eux, ils font le jeu du fascisme, ou c'est des hitléro-trotskistes, ou c'est Nin en Espagne, ou Nin, il est à Salamanque, il est chez les franquistes, etc., etc. Et vraiment ad nauseam et sur des décennies et des décennies. Voilà. Par contre, aucune lumière particulière sur l'utilisation éventuelle par des journaux ou par des revues de droite de cette affaire-là, mais il est fort probable qu'il y en a eu, effectivement. Ça peut être fait, mais c'est vrai que vers l'autre flamme, dès le début, il met des garde-fous pour pas que ça arrive. C'est-à-dire que dès les premières pages, il dit bien que lui, il parle en tant qu'ouvrier et contre, il dit, je dénonce en effet l'URSS, mais en même temps je m'oppose toujours autant à la réaction. Donc il a mis vraiment, il a un peu, comment on pourrait dire, à la fin et au début et à la fin, il met des pages qui permettent de bien faire comprendre qu'il ne parle pas d'un point de vue réactionnaire. Alors ça a peut-être été réutilisé par la presse réactionnaire, j'en sais rien non plus, mais c'est vrai que tout est fait pour ne pas, en tout cas, dans le texte. Et en même temps, c'est ça qui gêne le plus les staliniens, c'est ce qu'il dit à la fin. Il est allé au-delà du miroir et il a vu que derrière le discours, derrière les drapeaux, derrière les slogans, c'est l'exploitation du prolétariat qui se poursuit dans des conditions finalement pires que celles qu'il avait pu connaître en Roumanie avant 14 ou en France au début des années 20. Mais il le fait de ce point de vue-là, il le fait du point de vue en gros de l'ancien prolo qui était toujours un petit peu à sa manière, malgré son éphémère succès littéraire. Oui. Voilà aussi pourquoi, après les stalinistes, on lançait en 1935 une deuxième campagne contre Istrati, lorsqu'Istrati avait fait des articles effectivement assez malheureux dans la presse roumaine, aussi de droite. Assez maladroit. Maladroit et à droite. Alors là, donc, ils ont à nouveau lancé une deuxième campagne, parce que maintenant, on pouvait dire, on l'avait toujours dit, donc Istrati en vérité était une fasciste, parce qu'on doit être fasciste pour écrire ce qu'il a écrit vers l'autre flamme. Donc, c'est un peu réversible, parce que Pierre Pascal, il écrit à un moment que, c'est pas dans le livre d'Istrati, mais à un moment il reçoit, Pierre Pascal, qui était donc un ami de Victor Serge, reçoit Istrati chez lui, et Istrati, qui vient de voir quelque chose d'absolument détestable, dit c'est du fascisme rouge. Donc on voit qu'il y a déjà quelque chose là-dessus, c'est un terme qu'il utilisait des deux côtés. Il y avait d'autres questions, je crois. Mais là-bas, je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait. C'était la même question. D'accord. Bon, en fait, ce qui se passe avec Istrati, pour ce qui est de son côté roumain, c'est une personnalité totalement atypique dans toute cette affaire. Et c'est comme ça qu'il a réussi, que ça a eu l'effet que ça a eu. Effectivement, en Roumanie, quand il est rentré en Roumanie, il était exaspéré par les critiques, et effectivement, il a participé à une publication, c'est très obscur, mais il était exaspéré, donc il l'a fait, effectivement. Mais il s'en foutait. Il était à un point d'exaspération qu'il s'en foutait. Il est resté toujours populiste, il avait son côté, cette spontanéité là, permanente, y compris dans ses reportages. Il a fait beaucoup de reportages, par exemple, pour la presse belge, dans les années 1926-27, sur ce qui se passait en Bessarabie, roumaine, où il dénonçait justement les agissements de la gendarmerie, etc. Donc il était très connu. En Roumanie, il n'a pas laissé beaucoup de traces d'ailleurs. Il est beaucoup plus connu en France et ailleurs qu'en Roumanie. C'est revenu en quelque sorte maintenant qu'il y a eu des moments, mais sans plus. Et effectivement, ce qu'il écrit lui en français, souvent il traduit du roumain. Donc c'est vraiment une personnalité complètement atypique. Moi, en le lisant, je ne sais pas ce qu'il avait fait le correcteur chez Gallimard, ce qu'il publiait et tout ça, comment il combinait, parce que son français ne devait pas être très maîtrisé. C'est vraiment un personnage très, très particulier. Y compris la façon d'apprendre le français, le lien qu'il avait avec Romain Rolland, il y a des côtés mystérieux. Donc voilà, c'est la question que je pose.
Quelle est sa maîtrise? Ça va être compliqué. D'accord. Non, j'aurais pas la prétention d'éclairer le mystère. Simplement, je redirais un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a ce lien. Je crois que ça a été, je sais plus si ça a été dit tout à l'heure. Mais en fait, la rencontre Istrati-Roland, elle se passe dans des circonstances extrêmement particulières. C'est-à-dire que Istrati fait, m'arrêtez si je me trompe, parce que vous connaissez mieux que moi, mais Istrati fait une tentative de suicide. Il est hospitalisé dans la poche de sa veste. Alors c'est peut-être un peu enjolivé, un peu, mais bon voilà, enfin, c'est de cette manière-là que c'est présenté. Dans la poche de sa veste, on trouve une lettre qui était destinée à Romain Rolland, pardon, qui va arriver par je sais plus quel biais dans les mains de son destinataire. Et c'est comme ça que le lien va se créer. Et finalement, Rolland va quasiment accoucher Istrati comme écrivain. C'est-à-dire que Istrati est vraiment le prolo, l'autodidacte, le vagabond, etc. Et le conteur, comme on a dit tout à l'heure, peut-être plus un conteur encore qu'un écrivain. Et l'écrivain, c'est Rolland qui l'amène à devenir, à être publié, à connaître le succès, etc. Et en même temps, il y a aussi une amitié ou un rapport très père-fils entre les deux. Enfin, c'est une alchimie extrêmement particulière dont je ne prétends pas du tout percer les mystères, mais qui va faire que ces deux hommes vont être extrêmement proches. Et que, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, parce que c'est, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Romain Rolland, et je suis le premier à lui reprocher plein de choses, par contre on ne peut pas lui reprocher d'avoir participé à la curée et aux campagnes de calomnie dont Istrati va être la victime. Il ne se mêlera pas à ça, il rompra, même si après ils reprendront plus ou moins des relations épistolaires privées. Mais au moment de vers l'autre flamme, il y a rupture là, entre Istrati et Rolland, du fait de Romain Rolland, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, après, ces mystères sont impénétrables et je ne prétendrai pas à les éclairer. Oui, peut-être c'est Christian Delruc qui va me répondre. Mais il faut quand même dire par Rolland, c'est un rapport épistolaire, donc il écrivait dans des lettres, mais à ma connaissance, ils ne se sont rencontrés que 3 fois, je crois, du vrai. Donc en vérité, Rolland repousse pratiquement toutes les offres de Istrati de faire le voyage. Après, le rapport avec la langue française, effectivement, c'est une question très intéressante, donc à ma connaissance, mais peut-être Christophe va savoir mieux, je pense, son deuxième langue, c'était plutôt l'italien, longtemps, il parlait assez bien l'italien, je crois, pendant ses voyages, il a appris le français à l'âge de 30 ans, et il dit qu'il avait lu les Confessions de Rousseau en copiant, pratiquement en cherchant chaque mot dans le dictionnaire, donc... Et donc je crois qu'il a toujours parlé un français assez bon, comme, très coloré, très vivant, mais il avait des difficultés avec la grammaire. Et il avait donc un correcteur, effectivement, dans des œuvres qui ne sont pas vraiment complètes, là, par Phœbus, il y a un texte qui s'appelle Mon bon Robert France, c'était le nécrologue, donc de quelqu'un qui avait la tâche très difficile, donc de corriger le texte d'Istrati. Donc, Il avait tapissé sa chambre des pages du dictionnaire. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il avait le dictionnaire français, enfin franco-roumain je suppose, et il avait déchiré chaque page, et puis il raconte dans un livre, donc je ne sais plus lequel, qu'il avait fait, c'était une sorte de papier peint intégral, en fait, c'était les pages du dictionnaire franco-roumain, enfin c'est ce qu'il raconte. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Oui, je ne sais pas si ça a été évoqué ou j'ai pas entendu, mais par rapport à Souvarine, comment s'est fait la rencontre entre Istrati et Souvarine, et à ce moment-là, est-ce que Souvarine avait déjà travaillé sur les textes critiques vis-à-vis de l'Union soviétique?
Non, la rencontre avec Istrati, elle précède le voyage. Hein. Le petit livre que Souvarine a écrit là-dessus raconte ça un peu dans le détail. Notamment, il raconte ce repas pris avec Rakovski et Souvarine à la veille du départ des deux premiers pour l'Union soviétique. Rakovski étant rappelé, étant ambassadeur de France, est rappelé à Moscou, dans la mesure où l'Union soviétique franchit un degré supplémentaire dans le contrôle de ses oppositionnels, quoi, hein. Dans un premier temps, la méthode pour éloigner les personnalités oppositionnelles, c'était de les nommer ambassadeurs. C'est par exemple comme ça qu'Alexandra Kollontai s'est retrouvée ambassadrice en Norvège, si ma mémoire est bonne, ou que tel ou tel était ambassadeur dans tel pays. Bon, pour Rakovski, c'était Paris, au milieu des années 20. Mais ensuite, on arrive à un degré supérieur. Tout ça se fait pas en un jour, hein, ça se fait sur une dizaine d'années. Pour arriver ensuite à la grande terreur des années 30, au procès de Moscou et à tout ce qui s'ensuit, et au COM avec des millions d'internés. Donc Souvarine le connaît avant. Au niveau de son itinéraire personnel, Souvarine est exclu, c'est en gros le premier exclu de la gauche, du PC, du congrès de Tours, quoi. Donc il est exclu au 4e congrès de l'Internationale communiste en juillet 24. Alors l'acte d'exclusion indique qu'il est exclu temporairement. On a vu que c'est du temporaire qui avait beaucoup duré. Donc Souvarine, dans un premier temps, est tenté de rester en Union soviétique. Il y a l'épisode de la commune de Yalta qui est rapporté dans le journal de Pierre Pascal, où là tu retrouves un certain nombre de personnages comme Nicolas Lazarevitch, Pascal lui-même, Souvarine, et d'autres, qui se retrouvent dans une espèce de petite communauté un peu post-68 arde, si tu veux, pour aller vite et pas craindre l'anachronisme, sur les bords de la mer Noire. Mais ensuite tout ça peut pas durer, quoi. C'est vraiment une espèce d'épisode très très fugace, quoi, qui dure quelques semaines ou quelques mois, puisque il y a un de ces, je crois que c'est le frère de Lazarevitch qui est arrêté. Lazarevitch lui-même le saura après. Ce sera l'année suivante, si ma mémoire est bonne. Donc Souvarine décide de rentrer en France début 25. Et là, il collabore à la Révolution prolétarienne. Il écrit un certain nombre d'articles qui sont tous sur les conflits de pouvoir dans le parti russe, quoi, et dans l'international. Puisque c'est vraiment l'enjeu du moment, il faut contrôler le parti russe, et contrôlant le parti, on va contrôler l'international. C'est tout ce qu'on appelle, en termes un peu barbares, la période de la bolchevisation, où en gros on accuse les fondateurs des partis communistes, du début des années 20, quoi, qui sont pour beaucoup d'anciens opposants, d'anciens minoritaires de guerre, d'anciens opposants à l'Union sacrée. Je sais pas, en France, Fernand Loriot, Mona Trosmer pour le syndicalisme, etc. Souvarine pour la broche, SFIO, etc. On les accuse finalement de plus être dans la ligne. Donc première exclusion, celle de Souvarine. Immédiatement après, il y a les autres qui sortent, quoi, hein, Rosmer, Monat, etc. Il y a un épisode qui s'appelle La lettre des 250 aussi, qui sert un peu de catalyseur aux opposants dans le parti français. Donc pour Souvarine lui-même, collaboration à la révolution prolétarienne et fondation, alors je ne sais plus si c'est en 25 ou en 26, je n'ai pas révisé mes notes avant de venir, excusez-moi, d'un cercle qui s'appelle le cercle communiste Marx et Lénine,
qui va reprendre la publication du bulletin communiste. En fait, le bulletin communiste, c'est la revue du comité de la Troisième Internationale avant la fondation du PC français. Ça deviendra la revue théorique du PC français entre 1921 et 1924. Et à partir de là, ça devient la revue théorique du PC français, c'est les cahiers du bolchevisme. La revue officielle. Et par contre, Souvarine reprend le titre du bulletin communiste comme journal d'opposition. Et ensuite comme organe du cercle communiste, Marx et Lénine. Pour finir sur Souvarine, en 1930, donc juste après cet épisode-là, il va il va transformer le cercle communiste Marx et Lénine en cercle communiste démocratique, ce qui implique une prise de distance assez nette avec le bolchevisme, son bolchevisme originel. D'une part. D'autre part, il va fonder une revue extrêmement importante qui s'appelle La Critique sociale, qui sera publiée de 31 à 34, qui est une revue absolument remarquable, qui va drainer des collaborateurs plus que prestigieux, qui n'étaient pas à l'époque, mais qui le deviendront après, puisqu'ils collaboraient. Georges Bataille, Simone Veil, Raymond Queneau, Michel Léris, pour les étrangers, Karl Korsch, dans les militants proches de Souvarine, quelqu'un comme Lucien Laura aussi, qui est un des premiers à avoir introduit l'œuvre de Rosa Luxembourg en France, puisqu'il avait écrit un résumé de l'accumulation du capital, qu'il avait publié chez Rivière au début des années 30, connaisseur aussi du marxisme de langue allemande et de l'austro-marxisme, des gens comme Pierre Kohn, qui sera résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Voilà, donc il y a tout c'est vraiment un truc que je vous invite à lire, c'est une revue absolument passionnante, y compris quasiment dans les notes de bas de page ou dans les petites recensions de revues, qui en quelques lignes sont absolument c'est des petits bijoux de rédaction, de concision et d'évaluation sur les différentes revues de l'époque et les différents écrits des protagonistes de ce milieu-là à l'époque. Et enfin, alors dernière chose pour laquelle Souvarine est le plus connu, je pense, c'est son bouquin de 1935 qui s'appelle Staline, aperçu historique du bolchevisme, qui est la première grande biographie de Staline et en même temps la première histoire du bolchevisme et de la révolution russe jusqu'à sa date de rédaction. Voilà, j'en ai assez dit, sinon je peux continuer pendant une heure. Il n'y a aucun problème. Une intervention, juste une petite précision, après je vous passe le micro. Alors. Oui, une petite précision par rapport à la question qui a été posée sur les correcteurs de l'illustratif. Donc c'était chez son premier éditeur Reader, c'était pas chez Gallimard. Et pour compléter ce qu'a dit Anselme Japp, il y a eu plusieurs correcteurs, dont Robert France. Il faut aussi parler de Bazalgette. Bon, alors, Bazalgette, c'est un nom qui est complètement inconnu, mais qui a joué un rôle important d'ailleurs contre l'Union sacrée dans le groupe de Martinet et Monat en 1914. Et donc il y a eu Robin Roland, bien entendu, c'était son premier correcteur traducteur. Et Jean-Richard Bloch. Et Jean-Richard Bloch. Et justement, alors une petite précision aussi, peut-être par rapport à Jean-Richard Bloch d'une certaine manière, je pense que dans les attitudes face à la réception de Vers l'autre flamme parmi aussi bien les groupes que les individualités, et surtout pour les individualités, il faut les lancer. Par exemple, si on prend l'attitude de Madeleine Paz, celle de Pierre Nabil ou celle de Trotsky, effectivement, celle de Trotsky, elle est assez anecdotique, elle est très maladroite par rapport à qualifier la NRF, effectivement, c'est une revue littéraire bourgeoise.
Mais par exemple, Madeleine Paz a soutenu, il faut bien le préciser, elle avait une divergence qu'on peut discuter vis-à-vis de Vers l'autre flamme, mais après, il y a des lettres, de Madeleine Paz à Panayotis Stratis qui sont vraiment des lettres chaleureuses. Donc il faut vraiment nuancer. Alors, par exemple, le cas là, si on prend justement Jean-Richard Bloch, il a vraiment rompu après Vers l'autre flamme, et au tout dernier moment, il n'y a plus aucun rapport entre Panayotis Stratis et Jean-Richard Bloch, bon, qui était à ce moment-là, oui, un stalinien. Mais il faut dire qu'en 1934, il a envoyé une lettre où il critiquait Strati d'un point de vue politique, mais où il lui signifiait quand même son amitié. Donc il faut être très très précis. Enfin précis, il faut être très très nuancé. Justement, parmi il y a les staliniens d'un côté, et après il y a des divergences politiques. Celle de Naville, dans la critique de Naville est quand même, en même temps, ça fait la première page, ce que lui a reproché d'ailleurs Trotsky, du mensuel de l'époque de l'opposition de gauche, La Vérité. C'était la vérité sur le système stalinien, la grande vérité éternelle. Et y compris Boris Souvarine, reprochait, après l'apparition de Vers l'autre flamme, et ça je crois que vous le soulignez, si je me rappelle bien, dans votre préface à la réédition donc, de La Russie nue, le troisième volume de Vers l'autre flamme, Souvarine reprochait à Panayotis Stratis de ne pas s'adresser à la classe ouvrière. Et ça, c'était un reproche qui était un reproche amical. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment nuancer entre l'attitude des staliniens et l'attitude des différents amis d'Istrati qui sont restés des amis, mais qui n'étaient pas d'accord avec justement son lyrisme, son débordement lyrique sur la politique. Mais ça, on l'a vu, c'était pas la lecture de Marx. Voilà, petite précision, je m'excuse, c'est un peu long. Non, mais effectivement, il y a des divers. Enfin, ça me semblait anecdotique, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que je voulais aller vite. Il y a effectivement des petites divergences de tactique entre Souvarine et Istrati. En gros, les deux reproches, enfin les trois reproches plutôt que fait Souvarine à Istrati. Bon, le premier, c'est la maladresse de publier en avant-première l'affaire Oussakov dans la NRF. Où il dit que ça change le sens de son propos. La deuxième critique, c'est le fait que son éditeur ait publié les livres d'une manière échelonnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, octobre, novembre, décembre. Donc il estime que ça nuit à la réception de l'ensemble et au fait que la masse d'informations, les points de vue différents et tout pouvait introduire un débat. Enfin, je crois qu'à un moment il lui dit susciter le débat, c'était susciter le débat chez les communistes, c'est ce qu'on voulait faire, et en gros c'est ce qu'on a raté, quoi. Et la troisième chose qu'il lui reproche, c'est de ne pas être là, enfin c'est de partir en voyage, enfin, donc les histoires de cœur avec Billy, les départs d'un bout à l'autre de l'Europe, etc. Alors qu'il aurait souhaité que Istrati soit à Paris et puisse, par ce fait-là, mieux défendre la trilogie. Voilà, c'est à peu près à ma connaissance les trois. J'en ai pas parlé tout à l'heure simplement parce que ça me semblait plus anecdotique par rapport au fait massif central qui est la campagne des staliniens, et ensuite de dire quelques mots sur la réception à l'extrême gauche. Oui. J'avais juste une remarque, alors c'est peut-être pas une question, peut-être que vous pourrez répondre là-dessus, ou peut-être d'autres lecteurs d'Istrati. Sur la nature en fait de la déception d'Istrati après son voyage en URSS, parce que vous avez beaucoup insisté sur la déception politique et la dénonciation politique du système qui s'est mis en place en URSS. Il m'a semblé, moi, dans ma lecture, qu'il y avait aussi une déception
sur le plan humain, en fait, métaphysique. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement déçu du système qui se met en place, mais il est déçu de l'homme en lui-même. Il y a quand même l'idée plus profonde, selon moi, que finalement l'homme n'est pas à la hauteur du défi et de l'occasion qui a été ouverte en 1917. Et il revient, à mon avis, du RSS avec cette déception-là aussi, sur le point de vue humain. Et c'est pas forcément le système qui se met en place, mais les êtres humains eux-mêmes qui sont responsables de ce qui se passe en 1916. Et d'où une certaine noirceur peut-être ensuite, qui à mon avis il a gardé jusqu'à la fin de sa vie, dans son œuvre et aussi dans ses lettres, dans ses témoignages. Voilà, qui est peut-être aussi plus difficile à appréhender politiquement et à accepter aussi. Oui, il y a une, enfin, c'est assez long, mais c'est vrai qu'il y a une ambivalence sur le rapport à est-ce que l'homme est bon pour Istrati. Bon, c'est une question assez compliquée, enfin, la question est mal posée, mais disons que dès les récits de Haïdoux, il dit pas que l'homme est fondamentalement bon, donc on peut discuter. Après, pour Vers l'autre flamme, il y a une déception qui est assez intéressante, parce que c'est à mon avis un livre à double détente, parce qu'il s'ouvre sur enfin, il dit quand même qu'à la base il est déçu par la France. Et ce qui est très très bizarre avec Vers l'autre flamme, c'est qu'en fait, il dit d'abord qu'il allait vers la France, à peu près avec les mêmes espoirs en fait qu'il allait vers la Russie après. Et donc à la fin de ce livre, c'est bon. Mais il dit quand même que c'est des pays, donc c'est un peu des régimes dans les deux cas. Donc la question de l'homme, oui, il est amer, c'est sûr, mais dès la base, il y a une attitude qui est paradoxale chez Istrati. Il n'y a pas de... Évidemment, c'est bon, après on retrouve du Hassès, il est un peu plus convaincu que ça, mais même qu'on voit ses premiers romans, il y a toujours un peu cette sorte de tension paradoxale. Donc moi je pense quand même plutôt que Vers l'autre flamme, enfin c'est un livre très très riche, mais c'est vrai qu'il y a le fait qu'il parle de la France au début, et qu'ensuite il parle de la Russie, il y a cette idée tout de même de... qu'il attendait quelque chose d'un pays, tout de même, j'ai l'impression, dans les deux cas. Oui, ça a toujours été la force des Istrati de se comporter toujours comme l'enfant devant l'empereur nu. Donc, il est venu, il dit, en France en pensant de trouver le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et donc, il était finalement déçu. Donc, il est allé en Russie en pensant de trouver le paradis de travailler et des ouvriers et des paysans. Donc, il prenait ces choses finalement à la lettre. Donc, ce qui explique. Et après, il avait comme le courage de dire qu'il s'était trompé. Hein. Et de l'autre côté, tant qu'on n'a pas parlé, mais quand même, Vers l'autre flamme a aussi un retentissement international immédiat. Il a été traduit tout de suite en espagnol par Julián Gorkin, un des fondateurs du PUM, donc du parti d'extrême gauche. Et il a été traduit en allemand. Et d'ailleurs, il a été, je crois, un compte rendu par Eric Musam, donc le poète anarchiste. Et je ne sais pas s'il y avait aussi encore d'autres traductions en anglais ou... Et donc la bataille était aussi une bataille internationale qui d'ailleurs se fait entendre jusqu'au Pérou, où donc le fondateur du parti communiste péruvien, José Carlos Mariátegui, donc qui était très bien informé sur tout ce qui s'est passé en Europe. Donc il avait d'abord écrit 2 articles assez enthousiastes sur le roman d'Istrati, d'ailleurs assez intéressant, en traçant un parallèle entre la situation sur le Balkan et la situation au Pérou. Et ensuite, après avoir reçu, disons, des instructions au sens contraire, un 3e article où il condamne totalement Istrati, donc comme un idéologue petit bourgeois. Alors, éventuellement une dernière intervention, parce qu'on va bientôt devoir passer au débat. Je me demande quelle était l'influence, les conséquences de sa visite de l'URSS pour son œuvre. C'est plus une question littéraire que politique. Parce que je me souviens, il était critique, il a critiqué le mouvement socialiste en Roumanie, il n'était pas membre du parti, aucun parti en Roumanie. Et de l'autre côté, il a sympathisé, par exemple, dans la maison Thüringer avec les entrepreneurs, les bourgeois. Il pensait qu'il donne du boulot à 6 000 ouvriers à Brăila. Il était peut-être balancé dans son... Oui, en effet, Magdalene Paz, qu'on avait cité avant, donc l'avait quand même condamné ce livre Thüringer comme étant idéologiquement pas correct, parce qu'il donnait une image trop positive des bourgeois. Hein.
Oui, mais là, encore une fois, on retrouve un peu l'idée chez Listrati que pour le dire de manière un peu abrupte, des salauds, il y en a dans toutes les classes. Et c'est quand même ça qui définit. C'est pour ça qu'en effet, il y a des marxistes qui ont pu lui sauter à la gorge, parce qu'il n'a pas du tout d'image. Pour lui, il dit, il y a plutôt, il dit un moment dans les récits des Haïdouks, à un moment il dit des paysans peuvent devenir des loups. Et c'est pas du tout parce qu'ils sont paysans qu'il y a une sorte d'essence. Enfin, il n'y a pas de point de vue ontologique chez Listrati. Il pense que les rôles sont réversibles, que les dominés peuvent tout à fait devenir dominants. Donc, et même dans les livres après dans l'autre flamme, il continue un peu avec cette idée. Et dans la maison Thuringère aussi. Il dit en effet c'est des patrons, mais une fois que la grève a cassé leur entreprise, c'est des gens qui sont retrouvés complètement à la rue, enfin complètement détruits socialement, et donc avec toujours cette idée de réversibilité. C'est pour ça que, encore une fois, la nature de l'homme, je pense pas. Chez Listrati, il pense juste que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Toute petite. Une phrase. Je suis désolée, je suis arrivée en cours de route, mais j'ai une question à vous poser à vous trois. Maintenant, aujourd'hui, vers l'autre flamme, quelle est l'importance de ce livre maintenant, pour les gens qui vont lire maintenant, qui le découvrent, sans avoir vos connaissances? Donc, ce sera la conclusion. Ce qui est quand même, vraiment en une phrase aussi, ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment quelqu'un qui est à ce point engagé dans un processus et qui subit à ce point une pression pareille peut vouloir faire triompher la vérité pour un simple souci de justice. Et à mon avis, c'est quand même ça qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que même si on n'en a plus rien à faire de l'Union soviétique, c'est comment est-ce que quelqu'un qui est complètement dominé par toutes les conditions matérielles possibles et imaginables, objectives autour de lui, tout d'un coup va quand même aller jusqu'au bout du processus et se sacrifier d'une certaine manière. Donc c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience et c'est aussi la lutte pour la justice sociale la plus élémentaire, enfin la justice tout simplement. Quand on parle d'affaire Dreyfus, c'est ça, c'est l'affaire Dreyfus non plus, ça paraît un peu lointain, mais pourtant c'est la même idée, je pense. En effet, j'aurais voulu terminer sur cette question justement de l'actualité parce que je pense qu'il y a, pour répondre très brièvement, plusieurs niveaux d'actualité. D'abord, donc Listrati démontre qu'on ne sert pas une bonne cause en se taisant sur ces aspects négatifs. Et c'est comme quelque chose qui, maintenant, évidemment, il est très facile aujourd'hui de construire le stalinisme. Donc évidemment, après, on est toujours plus sage, comme dit les proverbes. Mais la même constellation, ça répète toujours, même dans toute forme de contestation sociale, même dans toute forme de construction de quelque chose de meilleur, vous trouvez toujours beaucoup d'opportunistes, vous trouvez toujours des gens qui disent il faut pas dire ça, et vous trouvez d'autres courageux qui veulent les dire. Et donc je pense que c'est doit aussi être une incitation à quand même toujours dire ce qu'on croit être la vérité. Parce qu'après, on aura toujours, même aujourd'hui, des Barbus ou d'une autre niveau des Aragons, on a toujours des gens qui évidemment veulent soumettre qui veulent soumettre la conscience individuelle à ce qu'ils croient être une espèce de mission historique supérieure. Donc donc là, Listrati reste quand même une espèce de modèle. Et l'autre côté, c'est justement cette espèce, je pense que peut paraître naïveté, cette insistance sur l'importance d'une véritable transformation humaine, parce que justement, parmi les nombreuses causes qui ont fait faillir l'Union soviétique, c'est qu'on ne peut pas simplement changer un système de production. Il faut vraiment opérer un changement dans l'être humain, mais pas un changement par le haut, par la création d'une norme nouvelle. Mais il faut justement vraiment tenter de créer de nouvelles relations sociales, de nouvelles formes de solidarité sociale. Je pense même dans toute sa prétendue naïveté, là, Listrati a quand même mis aussi le doigt sur un véritable problème social, donc sur une véritable importance qu'on ne peut pas avoir un changement social qui ne soit pas déjà la conséquence et en plus aussi la cause d'une transformation de l'être humain dans ses actions quotidiennes. Donc, comme on dit plus tard, le situationniste, on ne peut pas combattre l'aliénation sous des formes aliénées.
Non, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais pas les redire à ma manière. Simplement, je voudrais compléter sur un petit point. On a toujours tendance à dire que la question de l'URSS, la question du stalinisme, c'est quelque chose qui ne nous concerne plus. Et moi, je voudrais un petit peu m'inscrire en faux contre cette idée-là, parce que c'est quelque chose qui a quand même dominé la gauche, le mouvement ouvrier, de manière internationale pendant 7 décennies. Et le jour où ça s'est arrêté, tout le monde s'est empressé de tourner la page sans tirer le moindre bilan de ce qui s'était passé. Et des raisons de ce qui était advenu, des leçons qu'on pouvait en tirer, de la critique qui pouvait en être faite, etc. Petite anecdote personnelle, j'ai entendu dans un stage d'histoire du syndicalisme dire qu'il fallait faire l'histoire du syndicalisme jusqu'en 14 et la reprendre à partir de 1968. Donc il y a quand même quelques années qui manquent là sur la longue durée. Et voilà, donc je pense qu'on en a pas. Si on veut reconstruire un mouvement qui ait un petit peu du sens, on ne peut pas du tout faire l'impasse sur ces questions-là. Et si on ne fait pas l'impasse sur ces questions-là, ce que nous disent des gens comme Istrati, Serge, Souvarine et quelques autres, ça doit continuer toujours à nous parler, en dehors de l'attitude éthique qu'ils ont eue, c'est-à-dire de s'opposer à ce qui était vraiment le courant dominant, à leur risque et péril, quoi. Comme chacun sait, je ne vais pas faire l'inventaire des crimes du stalinisme, mais